Sportif, hein. Asseyez-vous, merci de nous rejoindre. La droite, peut-être, pourrait ne pas être qualifiée au deuxième tour. En tout cas, François Fillon était 3e, voire 4e dans les enquêtes d'opinion. Donc on s'est posé la question, où sont les électeurs de la droite, alors qu'on dit que la France a le cœur à droite. Quel avenir d'ailleurs pour la droite républicaine si elle devait choisir entre Macron et Le Pen ou Mélenchon et Le Pen? On va se parler de tout cela, bien entendu, avec mes invités. Puis on va se demander s'il peut gravir la marche ou pas, François Fillon. Manon Laporte, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate fiscaliste et vous êtes conseillère régionale Les Républicains d'Île-de-France. François Dorcival est là également, éditorialiste à Valeurs Actuelles. Stéphane Grand, ancien journaliste à L'Opinion, directeur associé de l'agence Patricia Goldman. Vous êtes en fait expert en communication politique. Et puis Arlette Chabot à son fauteuil dans cette émission. Merci, c'est gentil. Pas de rond de serviette, hein, on ne mange pas. Je vous promets que je vous en fais un d'ici avant la fin de la présidentielle. Je vous offre un rond de serviette. Pas de souci. On va regarder le dernier sondage IFOP de ce matin où François Fillon gagne 1 point. Il est à 19. Jean-Luc Mélenchon à 18,5. Il gagne 2,5 points. Arlette, on est dans l'épaisseur du trait, comme on a coutume de le dire régulièrement. Ce qui est important, c'est de voir que Jean-Luc Mélenchon continue à grignoter, hein, ceci dit. Oui, alors est-ce que c'est durable? Bon, il y a effectivement un moment Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, là en ce moment, on se dit que le week-end arrive, Pascal, réflexion en famille des uns et des autres. Ce qui est important, c'est est-ce que François Fillon va continuer à se redresser, arrive aux 20%. On voit bien que ceux qui sont en tête, un peu les deux favoris jusqu'à présent, sont un tout petit peu se tassent ou baissent. Et François Fillon, est-ce qu'il est en train, et c'est l'objet de notre conversation d'aujourd'hui, de récupérer un électorat de droite qui est sur la réserve, qui est en attente, qui a rejoint le groupe des indécis? Et est-ce qu'il va récupérer un électorat de droite, notamment celui de Nicolas Sarkozy 2012, qui est parti un peu chez Marine Le Pen, un peu chez Emmanuel Macron? Est-ce qu'il va les ramener à lui? Indécis, et ceux qui sont partis, est-ce qu'il peut finalement dégeler la situation et donc continuer à reprendre une progression, car il est largement en dessous aujourd'hui de ce que devrait obtenir un candidat de droite. Oui, c'est-à-dire qu'un candidat de la droite en 2012, c'était quoi 27. Voilà, c'est ça, donc il manque 27 points. Est-ce qu'on peut juste revoir l'IFOP pour regarder comment les écarts se resserrent effectivement entre Emmanuel Macron et François Fillon? 22,5, 19. Manon Laporte, ça donne le moral, ça, ou pas, de voir que Emmanuel Macron descende de bas? Je vous l'ai dit. Vous m'interrogez sur l'avenir de la droite, mais moi je pourrais vous rétorquer quel est l'avenir de la gauche, hein, parce que le Parti socialiste, il y en a quasiment plus. Alors, c'est pas l'objet de l'émission du jour, donc effectivement, on pourrait en parler. Je vous promets qu'on fera une émission là-dessus, mais aujourd'hui, on parle de la droite. Alors, la droite, c'est quand même 4 millions d'électeurs aux primaires, et puis c'est un socle de 20% pour François Fillon. Et je ne sais pas si vous avez assisté au débat, au meeting dimanche dernier, mais tout le monde était là. Valérie Pécresse, voilà. La question qu'on se pose, en fait, Manon Laporte, on le dit et on le sait, que le socle de François Fillon est solide. Ça, il n'y a aucun souci, on le répète à longueur d'émission, etc. Le souci que vous avez, c'est ce que disait Arlette, c'est-à-dire le socle à 20% pourrait ne pas suffire et qu'effectivement, en 2012, c'était 27, le socle. Donc, il manque des gens. Où sont partis ces gens, vous qui êtes sur le terrain, souvent? On sait qu'il y en a une partie qui sont partis chez Macron, une partie chez Le Pen, une partie qui se pose la question. Comment on les récupère? En fait, c'est ça la question qu'on se pose aujourd'hui. Bon, on les récupère finalement en présentant le projet de François Fillon, qui est le seul précis, sérieux, et je sais que je ne dois pas parler de fiscalité, mais qui est d'un point de vue fiscal extrêmement rigoureux et quand même très intéressant. Et donc, on va faire du porte-à-porte chez nos électeurs pour les récupérer un par un. En tout cas, c'est ce que je fais dans ma circonscription. Vous avez vu cette enquête de Gov, notre partenaire, passer sur votre écran, qui n'est pas un sondage, mais qui est une bonne photographie de ce que pensent les internautes, en tout cas ceux qui souhaitent répondre à la question, donc c'est peut-être un peu orienté. Croyez-vous à un vote caché pour François Fillon? Stéphane Grand, on parle beaucoup de vote caché ou de vote indécis, plus exactement. En tout cas, la réalité, c'est qu'il va y avoir le temps de l'isoloir là, qui arrive d'ici 10 jours maintenant. Et ce vote caché, oui, c'est un mythe qui a été introduit à l'époque par Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, sur, effectivement, quand on interroge les gens, il y a ce moment où on dit, un moment, c'est Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, ou voire François Fillon. Le vote caché, c'est toujours le vote de l'espoir avant la réalité du terrain. Et aujourd'hui, c'est vrai que pour François Fillon, la réalité, c'est qu'il aurait dû survoler les débats, en tout cas ne pas se retrouver
blessé comme il l'a été dans cette campagne. Et on sait toutes les affaires qu'il y a eu autour et l'impact médiatique que ça a eu. Donc aujourd'hui, oui, l'espoir, c'est de se dire l'alternance, on devait gagner cette campagne. Peut-être qu'il va la gagner. Mais pour lui, c'est un espoir un petit peu d'interpeller dans ce moment où on parle de cristallisation du vote. Et ce que disait Arlette Chabot tout à l'heure est intéressant. On va être dans ce week-end pascal un petit peu en famille, où les gens vont se retrouver entre amis ou en famille, justement, où on va discuter. C'est un petit moment important, où on fait, pas rouler les dés, mais c'est peut-être ce moment de la décision. Les campagnes, maintenant, les projets, on les connaît à peu près. Il y a les postures des hommes et des femmes. Marine Le Pen, elle est là. Jean-Luc Mélenchon aussi est dans une remontée sondagière, attention, très importante. Mais il y a aussi le moment du choix. Est-ce que, en conséquence, je vais choisir François Fillon? Est-ce que je vais aller sur Emmanuel Macron, etc. Tous ces petits mouvements sont très importants. Alors c'est vrai que les sondages, il y a des mouvements importants sur certains candidats, mais la réalité, ce sera celle de l'isoloir. Et là, on parlera de vote caché ou pas, si effectivement François Fillon fend l'armure. Caché ou indécis, en fait, François Dorcival? Parce que dans le camp Fillon, on se défend en disant, attendez, c'est pas des votes cachés. Les électeurs n'ont pas honte de dire qu'ils votent pour François Fillon s'ils ont choisi. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas choisi, en gros. Oui, ce que les instituts de sondage, en tout cas les spécialistes des sondages, sont en train d'analyser et connaissent d'une certaine façon, c'est ce qui se passe chez les abstentionnistes. Parce que vous avez quand même un gros paquet d'indécis et d'abstentionnistes, vous venez de le dire, dans cette élection à l'heure qu'il est. Et ce que l'on remarque tout de même à travers l'analyse de ces experts, c'est qu'en gros, 2/3 des abstentionnistes d'aujourd'hui sont plutôt de droite, 1/3 de gauche. Une fois qu'on a dit ça... Ça, c'est important. Oui, bien sûr, c'est important. Je pensais que le rapport était inverse. Le rapport est inverse, en effet. Et c'est une partie de l'explication à la question que tout le monde se pose et que vous posez très bien ce matin, c'est mais où sont-ils, ces électeurs de droite? Alors, il faut, me semble-t-il, regarder les sondages en fonction des dynamiques. Celui qui a une vraie dynamique aujourd'hui, on le sait, c'est Jean-Luc Mélenchon. Très bien. D'une certaine façon, cette dynamique a bousculé cette fin de campagne. Elle a bousculé cette fin de campagne parce qu'elle a mis les électeurs de Macron, les électeurs de Fillon devant leurs responsabilités en se disant, est-ce que nous voulons vraiment avoir un duel Mélenchon-Le Pen? Oui. Et effectivement, je crois que la dernière semaine va être surtout celle-là. Alors, dynamique de Mélenchon, mais il y a une reprise de François Fillon. Il était stable, il était bloqué, il en sort. Et dans le même temps, vous avez un tassement de Marine Le Pen et un tassement plus rapide de Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui explique ça? Donc il y a des transferts qui se font entre les uns et les autres. Qu'est-ce qui explique ces transferts? C'est le fait qu'on parle des programmes. Quand il a dit la semaine dernière, je ne vous demande pas de m'aimer, mais je vous demande de me faire confiance. On a pris cette phrase pour une phrase qui n'avait pas de sens. On avait besoin d'aimer le candidat à la présidentielle. Mais le fond était vrai. C'est-à-dire que vous êtes en train d'élire, non pas une personne que vous aimez, mais une personne qui va décider et qui va nommer des ministres, un Premier ministre, etc. Mais si c'est le cas, les Français auront changé, du coup, Arlette. Parce qu'on a toujours dit qu'on élisait un président, voire même qu'on élisait un couple, qu'on élisait une personne, etc. Oui, théoriquement, c'est la grande idée. Oui, c'est vrai, c'est un homme, un peuple. Bon, c'est la vieille idée. Et une rencontre, ouais. Effectivement, entre un homme et un peuple. Un tout petit peu frontale. Bon, là, il y a une réalité aujourd'hui. Il faut être réaliste. Il y a effectivement une France qui est quand même à droite. Et il y a une droite qui ne veut pas voir la victoire lui échapper et qui veut qu'il y ait un programme de droite qui soit appliqué. Et clairement à droite, puisque celui de François Fillon est clairement à droite et très libéral, comme il le dit lui-même. Je vais faire ce qui n'a jamais été fait en France, sous-entendu d'ailleurs ce que je n'ai pas fait quand d'autres présidents de droite étaient au pouvoir, c'est-à-dire un programme vraiment libéral et un programme de rupture. Donc voilà, alors après, on a bien compris cette phrase, effectivement, on a dit « Ah bah oui, mais alors, si on n'aime pas le président, c'est compliqué », mais
au fond, il peut mobiliser François Fillon sur ce thème. C'est-à-dire, avant, les électeurs l'ont choisi à la primaire parce qu'il y avait certains programmes, mais il y avait un homme qui portait ce projet et qui inspirait respect et confiance. Aujourd'hui, il y a des interrogations sur la personne de la part de l'électorat à droite qui s'est un peu retiré. Reste le projet. Donc, effectivement, défendez le projet, défendez mes mesures. C'est ce qu'on fait. J'ai une équipe autour de moi, j'aurai sans doute une majorité demain. C'est ce qui reste à François Fillon. Et tant pis si, au fond, il y a des électeurs qui se forcent un peu, mais au nom du projet, vont le défendre. Il ne faut pas oublier que le Sénat a une majorité quand même de droite et du centre, que les collectivités territoriales sont quand même à droite, donc il y a quand même une forte majorité à droite. Et que c'est ce que je vous disais, la France est à droite, et donc puis c'est le seul qui pourra gouverner avec une majorité parlementaire, parce que Mélenchon ne pourra pas, Macron ne pourra pas, Le Pen ne pourra pas. Non, mais pardon. Pour revenir sur Mélenchon, justement, c'est une bonne nouvelle pour vous, pour le camp Fillon, que Mélenchon commence à grignoter. Oui, Mélenchon, quand je l'écoute, on dirait qu'il revient en 1981 avec les chars russes, les nationalisations, voilà quoi, enfin les 250 milliards d'euros. Ça remobilise notre électorat. Oui, ça remobilise parce que finalement, non mais je suis d'accord, Arlette, ça va remobiliser. C'est un cadeau formidable. Finalement, ça va être soit le programme pragmatique, libéral, etc., face à un programme de rêve et complètement illusoire. C'est-à-dire que les gens qui ont le cœur à droite, voyant que se dessine la potentialité d'un deuxième tour Le Pen-Mélenchon, vont pour le coup se mettre c'est le bon sens qui va finalement arriver, quoi. Donc, on a ressorti un petit... Il y a quelque chose qui nous a frappé sur François Fillon ces derniers jours. Sans changer le contenu de son programme, on a le sentiment qu'il commence à arrondir les angles, à changer un peu l'emballage cadeau. On a appelé ça le Fillon l'optimiste. Alors, vous allez écouter et puis on va en parler ensuite. Est-ce qu'on l'a ? On a un problème technique. Alors, on l'écoutera plus tard. On va vous le recaler. Désolé. Alors, effectivement, c'est le... Bon, alors j'ai survendu tout ça. On en reparlera après dès qu'il sera recalé parce que c'est assez intéressant. On a parlé de Marine Le Pen, on a parlé de Macron, on a parlé des abstentionnistes. On n'a pas parlé de Nicolas Dupont-Aignan, Stéphane Grand. Nicolas Dupont-Aignan. Il joue un rôle là-dedans ? Effectivement. Enfin, on verra effectivement quand on aura la photographie complète au soir du premier tour. Ouais. Mais s'il manquait, entre guillemets, quelques voix à François Fillon dans ce projet, etc., ça peut être effectivement, non pas le Christiane Taubira de Lionel Jospin en 2002, mais effectivement, ça peut être très serré, ça peut se jouer à 200 000 voix. À l'époque, c'était ce qui est arrivé à Lionel Jospin. Alors attention, c'était une campagne où il y avait 16 candidats, un éclatement incroyable des candidats. 16. Oui. Et puis là, Le Pen au deuxième tour, ça avait été une surprise. Et là, ça n'est pas une surprise. Surprise parce qu'il y avait déjà eu une abstention plus forte que dans l'histoire à l'époque des présidentielles. Donc, c'était particulièrement moins de personnes qui ont voté, avait créé effectivement ce souffle, ce coup de tonnerre, comme avait dit Lionel Jospin le soir où il a été éliminé. Et là, effectivement, revenons à 2017. François Fillon, effectivement, pourra peut-être, c'est bien sûr avec plein de guillemets, manquer la deuxième marche ou la première marche, en tout cas la deuxième, si effectivement Nicolas Dupont-Aignan performe dans cette présidence. Et entre 3 et 4, François, allez-y. C'est pas seulement Nicolas, c'est les électeurs de Nicolas Dupont-Aignan. Si ceux-ci vont chez lui et qu'on s'aperçoit que ce sont ces voix-là qui ont manqué, ils seront placés devant leurs responsabilités. Veulent-ils ou ne veulent-ils pas vraiment l'alternance, ces électeurs-là ? Il va cibler Nicolas Dupont-Aignan. Il va cibler François Fillon, Nicolas Dupont-Aignan sur les derniers jours. Les meetings le font déjà, d'une certaine façon. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est le bout du fil, c'est-à-dire qu'on va avoir une dernière semaine avec les membres des deux côtés, comme d'habitude. Franchement, une mobilisation et une incitation au vote utile. À droite, ne vous dispersez pas. Il faut que François Fillon soit présent au second tour. Et à gauche, même chose. Alors Jean-Luc Mélenchon pourrait en souffrir, c'est-à-dire qu'il y a une partie quand même de la gauche qui se dira finalement, il vaut mieux avoir Macron que Jean-Luc Mélenchon, et qui va comprendre que si François Fillon monte et effectivement est en dynamique, petite dynamique reconstituée, il y a effectivement danger pour Emmanuel Macron. Donc Jean-Luc Mélenchon devrait en souffrir. Donc cette dernière semaine, c'est ça, vote utile. Et ceux qui vont souffrir, on a compris, c'est peut-être les petits et encore un peu plus Benoît Hamon. Oui, alors ça c'est sûr que pour Benoît Hamon c'est compliqué, mais c'est un autre sujet. On a retrouvé François Fillon l'optimiste. C'est comme ça, c'est un sourire, c'est comme ça qu'on l'a intitulé. Écoutez-le donc. Il faut d'abord retrouver la foi dans l'avenir et dans le progrès.
Le goût du progrès, c'est un état d'esprit. C'est une dynamique de vie qui nous pousse en avant et qui nous conduit à inventer, à risquer, à oser. Il est faux, mes amis, de penser que le passé était meilleur que le présent et plus confortable que ce que sera demain. Cette nostalgie française est trompeuse. Alors Stéphane Grand, on est dans le progrès, on n'est plus du tout dans le sang et les larmes de la primaire à droite. C'est un emballage cadeau ou pas? Il a raison d'aller sur ce créneau-là. On a l'impression ça va vous fâcher, il fait un peu du Macron. Quand même. Il fait du Macron parce qu'en fait, on a eu une campagne grincheuse pour lui, couturée par le Pénélope Gate, puis les costumes, et puis encore dernièrement sur doit-il voter ou pas dans le 7e, etc., le 7e arrondissement de Paris. Donc effectivement, il fend l'armure et il a envie de dire aux Français, oui, bah, vous m'avez découvert quelque part, j'avais fait une campagne des primaires très libérale, avec un projet, j'ai envie de dire, ça peut choquer, mais une campagne d'intégrité forte. Et puis après, on sait ce qui est advenu sur janvier, février. Donc là, effectivement, il a envie d'envoyer ce message du progrès, parce qu'il y croit. De toute façon, c'est quelqu'un qui a envie à un moment d'aller vers le 21e siècle, parce que c'est aussi ça, dans les enjeux de débat, il n'y a pas que les hommes. Et c'est quelqu'un qui, à ce moment-là, fend un petit peu l'armure. Oui. Et on voit pas un grand sourire, c'est ce qu'il dit, mais on a vu quelqu'un pendant toute la campagne qui était tiraillé en permanence. Et là, on a un François Fillon, effectivement, qui met quelque chose sur la table qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Qui arrondit un peu les angles sans changer le fond, mais on sent qu'effectivement, il faut changer un peu l'emballage. Non, il met de l'émotion dans ce qui était jusque-là, au fond, de la politique, et de l'autorité politique et du projet politique. Là. Il y met de l'émotion. Alors, d'une part, il vous dit dimanche dernier, vous ne m'élisez pas pour m'aimer, mais en même temps, il y met de l'émotion. Et ceci est un témoignage, puisqu'il s'est exprimé devant les journalistes de Valeurs Actuelles, et il leur a dit combien il était sensible au fait du public qui était là, de son public, et qu'il y avait entre ce public, ses électeurs, et lui, quelque chose qui passait qu'il n'avait jamais ressenti à ce point. C'est-à-dire, donc il joue là-dessus. Et c'est nouveau. Ce quelque chose qui passe est nouveau. C'est ça qu'il vous a dit. Sûrement. Ouais. Ah oui, c'est étonnant. C'est pas qu'un jeu, parce que moi je l'ai vu dimanche assez près, et je voyais qu'il avait beaucoup d'émotions quand il entendait parler. Je reviens sur Valérie Pécresse qui a fait un discours extrêmement fort. Donc je voyais bien qu'il était finalement habité par les militants qui scandaient son nom. Et c'est une vraie émotion. C'est vrai qu'il passe pour un guerrier, quelqu'un de tenace, mais derrière, froid. Mais en fait, il a un cœur, et c'est ce cœur-là qu'il veut bien mettre à jour. Et puis il est sans doute un petit peu fatigué aussi, parce que forcément en fin de campagne, tout le monde est fatigué. C'est un guerrier et c'est un sportif. Il ne faut jamais oublier qu'à force de faire du sport, il est dans la dernière ligne droite de la course automobile. Mais moi je dirais quand même qu'il faut qu'il mette un peu d'espoir et d'optimisme. Parce que c'est-à-dire que c'était sa faiblesse peut-être, c'est qu'effectivement il ne faisait pas rêver de ce point de vue-là. Vous le disiez, le sang et les larmes. Les efforts. Et puis c'est pas Jospin, c'était l'austère qui se marre. François Fillon, c'est l'austère qui sourit de temps en temps. Il sourit quand il se brûle. Mais franchement, c'est pas. Il y a un peu d'espoir. Il faut quand même entraîner derrière. Il faut faire un peu d'envie. Il faut créer le désir. Le progrès, c'est un thème. Là aussi, ça sent un peu le Nicolas Sarkozy, le retour et la notion de progrès. Et on avance. On peut pas juste dire aux gens, on est là pour réduire les déficits. Vous allez partir à la retraite plus tard. C'est l'objectif. Il faut quand même donner un peu d'espoir, un peu d'envie, se projeter vers l'avenir. À l'inverse de ce qu'a dit Mélenchon, vous allez cracher du sang hier soir, quoi. Oui, mais c'est ce que dénonce effectivement Mélenchon en disant voilà ce que vous proposent les autres. Mais je pense qu'il faut qu'il se donne un peu envie, François Fillon. Et même un électorat de droite ne peut pas. Ce que vous voulez dire, quand vous dites il faut qu'il se donne un peu envie, c'est un peu de la méthode Coué aussi pour lui, c'est ça? Qu'il donne envie. Non, lui, il a envie, il n'a pas envie de perdre, mais il faut qu'il donne un peu envie. Au-delà de son électorat très, très soudé et qui résiste, le rocher jusqu'au bout, il faut qu'il donne quand même un peu envie et un peu d'espoir, parce que dire que ça ira mieux dans 5 ou 10 ans, ok, mais il faut qu'il y ait un tout petit peu de souffle aujourd'hui. Un petit point sondage. L'IFOP a fait une enquête le 30 mars et 1er avril dernier avec 2 questions. Première question, alors ça ne va pas vous étonner. Qui vous c'était pas celle, bon, c'est pas grave. Celle-ci, donc qui vous semble avoir la stature d'un président de la République? C'est François Fillon qui est en tête. Alors juste devant Emmanuel Macron, mais largement devant Mélenchon, Le Pen et Hamon. Donc ça, c'est pour la bonne nouvelle. Et puis l'autre, celle à laquelle vous vous attendez évidemment, qui est une moins bonne nouvelle, qui est le plus honnête, c'est François Fillon
Fillon qui est le dernier avec 6%. Donc on a bien compris qu'il ne fallait pas rester sur ce créneau-là. Mais sur la présidentialité, ça c'est quelque chose, Stéphane Grand, qui peut marquer vraiment, qui peut amener dans l'isoloir à mettre le bulletin dans l'urne, le bulletin Fillon. Évidemment, parce que c'est un ancien Premier ministre qui a tenu à l'époque 5 ans. Il fait tout le quinquennat aux côtés de Nicolas Sarkozy et on sait que ça n'a pas été facile. En serrant les dents, en serrant les dents, en ayant eu mal au dos même à l'époque. Au début du quinquennat, en ayant eu envie aussi de claquer la porte, mais n'empêche qu'il a été aux affaires, qu'il a traversé la crise de 2008, qu'il a relativement aidé à réformer le pays. Donc effectivement, c'est un homme d'expérience, il sait ce qu'est un conseil de défense, il sait ce qu'est un sommet international, il sait ce que sont les questions diplomatiques, les questions internationales, comme je venais de le dire. Donc ça va compter, ça compte évidemment face à un Emmanuel Macron qui aujourd'hui, malgré sa jeunesse, etc., il y a un moment, il faut incarner la fonction, il faut y être. Et François Fillon, clairement, a cet avantage par rapport aux autres candidats. Et puis, il sait tenir aussi quand il a une idée en tête. Oui, il est téméraire. Et puis, aux côtés de Trump et de Vladimir Poutine, il faut quand même un homme d'État. Et Xi Jinping aussi, parce que le Xi Jinping, ça va être aussi un interlocuteur. Et nous sommes dans une situation mondiale qui est tout sauf stable. Tout sauf stable. On vient de le voir avec ce qui s'est passé en Syrie, on le voit tous les jours dans la relation Amérique-Russie. Alors, donc les électeurs vont réfléchir à tout ça ce week-end, comme le disait Arlette, autour de l'agneau de Pâques. L'agneau pascal. Et les œufs, en cherchant les œufs. Il y avait le dimanche des rameaux de Jean-Luc Mélenchon et il y aura l'agneau pascal. Exactement. Alors, à contrario, si jamais la droite n'est pas au deuxième tour, ça n'est donc sur la droite républicaine jamais arrivé depuis le début de la Ve République, il va falloir réfléchir. On imagine que ça peut évidemment amener pas mal de crispations au sein du parti. Ça sera extrêmement compliqué, au-delà même de la défaite, pour savoir quelle position adopter. On va écouter François Fillon. Alors, le son que vous allez entendre, c'est en 2014. Il faut dire que François Fillon n'a jamais été très clair là-dessus, sur la position à adopter, entre le Nini ou entre le Front républicain. On va voir ce qu'il disait en 2014 et on en parle juste après. J'ai jamais voté pour le Front National et me suis toujours battu pour qu'il n'y ait jamais d'alliance entre mon parti et le Front National. Et d'ailleurs, je constate qu'aux élections municipales, c'est ce qui s'est produit. Mais en même temps, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Il ne faut pas brandir en permanence l'épouvantail de la République en danger. Si demain, il y avait à l'élection présidentielle ou aux élections législatives un danger de voir le Front National accéder au pouvoir, bien sûr, alors que la question du Front républicain se poserait, mais elle ne se pose pas quand il y a 3 ou 4 communes qui sont en cause. Voilà, donc législative et présidentielle, Front républicain. Ça, c'est ce qu'il disait en 2014. Vous dites, Manon Laporte, c'est certain. Il avait dit, alors je parle sous votre contrôle, Arlette, je crois bien que c'était au régional, il faut voter pour le moins sectaire. Il avait corrigé après, ça avait été assez mal interprété. Et puis sur des législatives partielles dans le Doubs, il disait, moi, il avait fait un petit tweet à l'époque en disant, moi, voter pour le PS, c'est pas possible, et voter pour le Front National, c'est pas possible non plus. Donc en fait, il a une position qui n'est pas tout à fait claire là-dessus, Manon Laporte. Moi, je la trouve très claire. C'était une élection partielle législative. Là, ça n'a pas lieu d'être. Et donc, pour les présidentielles et les législatives, il n'y aura aucun doute, il ne votera pas pour le Front National. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il voterait pour Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Ah oui, non. Je ne dis pas qu'il le Front républicain, c'est ça. Oui, le Front républicain. Mais enfin, le programme de Le Pen et le programme de Mélenchon, ils sont économiquement le même. D'un point de vue économique, c'est le même. Même François Hollande, vous savez, il aura quelques difficultés. Il aura du mal à voter Mélenchon. Dans le duel Mélenchon-Le Pen. Moi, je n'imagine pas un tel duel. Les Français vont enfin se demander, en cherchant les œufs, comme dit si bien Arlette, que finalement, ils ne peuvent pas adopter un tel programme. Et le Macron-Le Pen ? Macron-Le Pen, on votera pour Macron. Il votera Macron ? Je ne peux pas, parler pour lui, mais en tout cas, c'est ce que je ferai moi. Alors, on va regarder le Gov, justement, notre partenaire Gov, qui a posé la question. François Fillon, éliminé au premier tour, doit-il appeler à voter Macron ou Le Pen? 60% des votes en faveur de Emmanuel Macron. Je n'avais pas vu le sondage. Non, je ne me trompe pas beaucoup, vous voyez. Non, mais parce que en fait, le camp Fillon a beaucoup agité le chiffon rouge en disant attention, si on n'est pas au deuxième tour, les électeurs vont être fous furieux et ils vont partir en masse vers Marine Le Pen. Non, les électeurs seront fous furieux, mais ils vont se séparer en 3, ça c'est clair. En 3, c'est-à-dire abstention? En 3, c'est-à-dire qu'il y en aura une partie qui, par colère, votera Marine Le Pen, une partie qui va s'abstenir ou voter blanc, une partie qui ira chez Macron.
Arlette ? Oui, je pense que c'est effectivement ce qui va se passer, bien entendu. Hein. Il y aura un tel... parce que tout à l'heure, Mme Laporte parlait de l'effondrement du PS. Si le PS a compris que son candidat ne serait pas au second tour de l'élection présidentielle, donc l'implosion est déjà faite du côté à venir du Parti socialiste qui va quand même devoir se reconstruire. On imagine si l'autre parti de gouvernement, les Républicains, n'est pas présent au second tour, ça sera aussi la même chose. Ça va être une recomposition nécessaire. On va un peu régler les comptes, regarder la campagne. Et donc, effectivement, les électeurs, eux, déjà très déboussolés, effectivement, se partageront entre l'abstention, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Sur l'avenir du parti, Arlette, je vais peut-être être un peu binaire, mais en 2002, quand le PS n'avait pas été qualifié, ça avait été un tsunami politique. Et encore une fois, on n'est pas tout à fait dans la même configuration, parce que là, ça avait été une surprise, hein, on est d'accord. Oui. Mais derrière, le parti s'était remis en question, s'était refondé, il y avait beaucoup de choses qui avaient changé, le PS en avait tiré les leçons. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pas tellement ? Finalement, il est remonté petit à petit et jusqu'à tout gagner aussi, parce que finalement, on avait annoncé la fin du Parti socialiste. Alors c'est vrai que c'était une surprise, évidemment. On annonce la fin il n'y avait pas un émiettement comme là, une partie des candidats socialistes était Lionel Jospin. Il y avait certes des petits candidats, mais il n'y avait pas comme aujourd'hui dispersion. La refondation avait eu lieu en fait à droite, puisqu'on avait créé, ils avaient créé l'Union en mouvement qui allait devenir l'UMP, et en agrégeant démocratie libérale, l'UDF à l'époque et le RPR, faisant l'UEM. Il y avait déjà eu cette fracture avec François Bayrou quelques semaines après. Et en fait, la recomposition, en fait, c'était plus faite à droite. Et la gauche, le PS, était pas fracturé. Elle était à terre. Mais après, ils ont fait localement, ils ont monté la pente dans les collectivités territoriales où ils ont pris les régions, quelques mairies, etc. Donc là, ça serait beaucoup plus compliqué pour les Républicains derrière. Ça va être compliqué pour les Républicains. Mais les législatives sont très proches. Je ferai là-dessus 2 observations. La première, c'est que dans le cas de François Fillon, la solidarité de toutes les familles du parti a été jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et pourtant, il y a eu des moments où les états d'âme étaient là et présents et qu'ils étaient prêts à changer. C'est-à-dire qu'elle a été jusqu'au bout à partir du moment où il n'y avait plus le choix et que c'était François Fillon quand même. Parce que... Oui, il n'y avait plus le choix, mais ils ont collé de manière très solidaire. Voilà, il n'y a pas eu de crise à l'intérieur. Maintenant, si François Fillon n'est pas au second tour, qui compte d'abord sur l'explosion du parti ? Marine Le Pen. Parce que Marine Le Pen, elle sait très bien que le taux de chance qu'elle a pour d'être élue présidente de la République est faible. En revanche, elle sait que les élections législatives qui vont suivre vont être partout des triangulaires ou des quadrangulaires. Et si le parti des Républicains explose, elle va, marquer des points en faveur de ses propres... Mais que ce soit bénéfique pour elle, il n'y a pas de doute, mais c'est un fait. Mais ça, c'est un fait que les responsables du Parti républicain ont dans la tête. Ils ne sont pas non plus suicidaires. Donc ce que vous dites, c'est que quand bien même il n'est pas au 2e tour, on va essayer de tenir, de garder les morceaux accrochés les uns aux autres jusqu'à la fin des législatives. Il ne se posera pas. Nous, on a été investis par les Républicains, on est totalement soudés. Vous n'allez pas exploser avant les législatives. Heureusement. Eh oui, c'est ça le truc. Après, en revanche... Après, l'avenir est aux femmes. Enfin, ce sera plus efficace. Non, mais ça veut dire quoi, du coup ? Ça veut dire le parti d'après, c'est quoi ? C'est le retour, j'allais dire des éléphants, mais c'est pas la bonne non, je pense la bonne formule, mais en gros, les sarkozystes, quoi. Les sarkozystes, peut-être, et puis j'espère des personnalités comme Valérie Pécresse, qui, pour moi, représentent l'avenir. L'avenir, elle a un avenir national pour le Parti des Républicains. J'espère qu'on mettra une femme à la tête de ce parti. Est-ce que Pardon de me devancer, mais bon. Non, mais vous l'aviez dit déjà la dernière fois que vous étiez venue sur le plateau. Parce que voilà, on avait dit la droite la plus bête du monde. Est-ce que finalement, Arlette, on n'est pas devant 2 droites irréconciliables ou 12 droites irréconciliables ? La droite tient quand même assez bien, peut-être vous l'avez dit, en rappelant n'ayant pas de plan B, tout le monde finalement, ou presque, à quelle exception, il reste Bruno Le Maire et quelques proches de Bruno Le Maire qui sont en marche, j'insiste bien là-dessus. Qui sont en marge et qui se tiennent à l'écart de la campagne. Bon, pour le reste, tout le monde a continué à faire bloc, les centristes aussi, l'UDI aussi. Oui. D'abord parce qu'ils ont un accord électoral quand même assez très satisfaisant pour eux. Oui.
En plus, parce que François Bayrou est allé chez Emmanuel Macron. Vous savez, tout ça, de temps en temps, on revient à la politique politicienne. Mais au fond, François Bayrou étant parti, il n'avait pas d'autre solution que de rester derrière François Fillon avec un accord électoral extrêmement généreux. Donc voilà. Après, ils ont tenu, le lendemain d'une non-qualification de François Fillon, évidemment, s'il y a notamment une victoire d'Emmanuel Macron, bien sûr, il y a des centristes partiront participer au gouvernement d'Emmanuel Macron. Bien sûr, il y a une droite qui sera recomposée autour de Nicolas Sarkozy, sans doute, parce qu'on ira chercher le chef, qui reste toujours le chef, Nicolas Sarkozy, pour voir comment on peut panser les plaies et recomposer. Bon, maintenant, la droite la plus bête du monde, la gauche, elle est pas mal non plus. Donc, au fond, pour l'instant, c'est quand même du côté des deux partis de gouvernement, il y a quand même de grosses questions à se poser, quoi qu'il arrive, sur l'avenir de ces partis. Stéphane Grand, vous qui êtes expert en com, qu'est-ce que peut faire François Fillon dans les 10 jours qui restent? Je vais poser la question à Manon Laporte après, parce qu'on entend bruisser dire qu'il y aurait quelques gros coups qui se préparent. Donc, il a intérêt. Qu'est-ce qu'il a intérêt à faire là? Comment est-ce vraiment lui-même, en fait. Oui. On a vu qu'il appelait les jeunes, par exemple. Il appelle les jeunes. Il a peut-être intérêt de parler au peuple, finalement, parce que c'est toujours ça qui compte, et à toutes les catégories sociales françaises, parce qu'aujourd'hui, il a été effectivement sur la défensive, et il a plus rien à perdre. Finalement, c'était le favori qui est devenu outsider, et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui doit tout mettre sur la table, mais sans être agressif, finalement. Et donc, lui, à un moment, là, il a plus de 10 jours pour convaincre, mais c'est le moment où il doit mettre ses triples, en fait. Il doit adoucir son discours. Alors, adoucir, ça dépend. Son projet, il est connu. Après, la réalité. Mais il doit parler, effectivement, aux classes. C'est-à-dire cet électorat de Nicolas Sarkozy qui est sur le côté. Après, s'il a une image avec Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, nous y venons. Franchement, ça peut pas nuire. Ça serait même très utile. On les voit pas en meeting, mais comment vont-ils l'inventer? Et puis, peut-être d'autres soutiens qui peuvent arriver. Par hologramme. On doit s'attendre. Les surprises qu'on nous promet. Le soutien, il l'a récemment dit. Oui, mais une image. Oui, l'image. Bon. C'est pas Facebook. C'est pas Facebook. ça va le devenir peut-être. Mais en tout cas, il s'adresse déjà aux familles, François Fillon. Il y a des mesures, des préconisations pour la famille, pour les entrepreneurs, pour les chefs d'entreprise, pour les professions libérales, pour les artisans et commerçants. Et les classes populaires. Manon Laporte, est-ce qu'on va avoir, d'ici la semaine prochaine, dites-moi, est-ce qu'on va avoir l'image avec Alain Juppé, l'image avec Nicolas Sarkozy? Alors, on nous dit, dans les 72 dernières heures, un gros coup sur Internet, par exemple, pour récupérer les jeunes. Il les a déjà, les jeunes. Il y en a pas beaucoup. Enfin, alors pour le coup, c'est son point faible, les jeunes. Oui, pour le coup, c'est vraiment son point faible par rapport aux autres candidats. Dites-moi, vous n'allez pas me répondre pour me dire ce qui se prépare, parce qu'on imagine bien que là, en termes de communication, c'est encore un secret, mais vous pouvez me confirmer qu'il se prépare des choses, que ça phosphore et qu'on est en train d'essayer d'imaginer des choses. Oui, à 11 jours effectivement du scrutin, c'est normal que ça phosphore. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Elle a l'œil qui frise, Manon Laporte, là-dessus. Oui, François Dorcival, sur la dernière ligne droite. Il a besoin d'une initiative forte, quelle qu'elle soit, pour sortir. Alors, vous avez tout à fait raison de dire qu'il faut qu'il s'exprime devant l'opinion, etc., et avec un ton différent et en mettant de l'émotion. Et vous avez cité son agressivité. Au fond, il a été agressif à un moment très, très précis, à un creux. Et cette agressivité lui a été reprochée quand il a accusé François Hollande, le cabinet noir, etc. Mais en même temps, elle a consolidé, elle a cimenté son socle. C'est-à-dire qu'elle a empêché, il n'est jamais descendu au-dessous de elle a empêché les gens de partir. Elle a empêché les gens de partir. Bien, merci beaucoup. Il reste 10 jours, donc 11 jours très exactement avant le premier tour. Dernier gov pour vous montrer ce que nous ont répondu nos internautes. Croyez-vous, comme lors des primaires, à un retour en force de François Fillon dans les 10 jours à venir? C'est oui à 75%, non à 25%. Je vous répète qu'il ne s'agit pas d'un sondage et que manifestement, il y a beaucoup de supporters de François Fillon qui donnent leur avis sur cette plateforme. Dans un instant, un nouveau journal. Restez avec nous.